Monsieur le député, monsieur Bertha, je vais donner tout de suite la parole à Coralie Mollaret. On ne change pas nos habitudes, qui va vous poser les premières questions. Et on va démarrer avec la question politiquement coquine. Monsieur Bertha, vous êtes un peu comme Jésus, ressuscité. Non, je ne prends pas ce terme-là, pour plein de raisons, mais en tout cas, je ne pense pas. Non, Vous n'êtes pas croyant? Je suis un peu agnostique sur les bords, oui. Enfin, D'accord. non, j'ai une posture totalement scientifique, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de croire ce que je vois. Non, mais c'est vrai que c'était quand même mal engagé parce qu'on sait que le code électoral, il est quand même strict. Vous avez envoyé vos comptes de campagne en retard. Le Conseil constitutionnel aurait pu annuler votre élection. Mais cette affaire, elle nous prouve quand même que comme quoi on peut être un député sortant et commettre encore ce genre de bêtises. Alors, j'endosse la bêtise, même si ce n'est pas moi qui la commets, parce que c'est normal que je l'endosse. Voilà, c'est juste un oubli d'une bonne adresse sur une enveloppe. Mais l'enveloppe, je peux vous assurer, elle est partie bien dans les délais. Et c'est avec un cachet de la poste qui fait foi. Donc le problème, c'est effectivement, comme l'adresse n'était pas la bonne, l'enveloppe, elle a fini par revenir et, in fine, elle est arrivée à la commission de contrôle avec 4 jours de retard. Vous avez eu peur? Peur, non, parce que d'abord, et vous le savez, le mandat, c'est pas ma vie. J'ai bien d'autres choses à faire éventuellement, donc c'était surtout une peur aussi rétrospective pour mes collaborateurs, parce que quand ils perdent leur député, ils perdent leur job. Et ça, c'est aussi de la responsabilité. Non, parce que très rapidement, en fait, il suffit de creuser un peu pour trouver tellement de jurisprudence. Et même si vous regardez sur les décisions encore cette année du Conseil constitutionnel, tous les retards ont été effectivement évacués comme cause d'invalidation. Alors vous avez envoyé un communiqué pour saluer la décision des sages du Conseil, un communiqué dans lequel vous avez réaffirmé, comme s'il le fallait, que vous œuvrez pour votre territoire. Pourquoi cette affirmation? Parce que quand on fait des choses, après tout, ça se sait. Alors, oui, ça peut se savoir ou pas. Mon choix, moi, c'est de faire les choses et pas forcément de communiquer chaque fois que je fais des choses. C'est un choix délibéré. Je pense que c'est plus efficace en termes de travail. Je ne perds pas trop de temps en communication, d'abord parce que je n'ai pas d'objectif particulier pour le futur et je préfère faire. On avait le sentiment que dans ce communiqué, il y avait un coup de gueule. Il était destiné à qui, ce communiqué? À vos opposants, Nicolas Cadenne, non, franchement, oublions cela. Non, c'est pas un vrai problème. C'est qu'effectivement, vous voyez, j'arrive à l'instant même de Saint-Hippolyte de Montaigu. Je sais ce que je fais sur la circonscription, et je sais aujourd'hui que, malheureusement, eu égard à la situation politique du département, mon terrain d'action, il est départemental, et il est plus 6e circonscription. Par exemple, vous raconter ce que je fais actuellement pour Royal Canin et le groupe Mars. Je peux vous raconter ce que je fais. Qu'est-ce que vous faites, tenez, pour Royal Canin, par exemple? Eh bien, déjà, j'ai découvert qu'on avait là une pépite que le département connaît mal. C'est quand même 1000 emplois, 250 chercheurs. C'est le siège Royal Canin Monde. C'est un campus comme j'en ai rarement vu, ou en tout cas, si j'en ai vu des similaires, c'était plutôt en Californie qu'en dans le Gard, avec des objectifs de développement, avec un centre de formation. Vous l'avez visité il y a quelques temps. Je l'ai visité, j'ai retrouvé, pour rien vous cacher, c'était un grand plaisir, 5 anciens étudiants, donc c'était un bon moment. Et du coup, pour rien vous cacher encore, j'ai invité d'ailleurs la direction de Royal Canin vendredi. Je rentrerai de Paris juste à temps pour être dans le jury d'une opération que je mène depuis un certain nombre d'années, qui est un camping de l'innovation à Galargues, le Montueux. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, pour être très concret? Ils ont un petit problème sur des contrats de travail, mais je vais pas en parler plus. Donc j'ai demandé l'analyse, effectivement, parce que c'est 50 nationalités aussi, le Royal Canin, c'est sur place. Donc on va les aider parce qu'ils ont des perspectives d'embauche très très importantes. On a aussi d'autres bonnes nouvelles que je peux donner, même si là aussi ils sont venus me voir à Paris pour les aider à boucler leur financement, si vous voulez aussi que je vous raconte tout. C'est le développement de la base du LFB à Alès, qui a un objectif très clair dans les 2 ans, c'est de tripler sa production. Donc on a des belles nouvelles économiques dans notre département, et quand elles sont là, il faut vraiment les souligner. On dit un mot peut-être de la venue du président de la République sur la base de sécurité civile vendredi dernier. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette visite? D'abord, il n'est pas venu seul. Il n'est pas venu seul, il est venu avec 3 ministres. Ça m'a permis, là aussi, sans en faire de cas, mais puisque je vais en faire cas, de préparer une réunion, de lancer une réunion en préfecture avec le cabinet du ministre de l'Agriculture, qui a reçu donc les différents syndicats vitivinicoles. Ça m'a permis aussi d'obtenir, quasi certitude, on ne peut jamais le dire, mais que le ministre de l'Agriculture vienne passer une journée complète dans le Gard. J'ai différents thèmes à lui suggérer,
qui font de la viticulture, bien sûr, mais je pense aussi à... Magali Somad était sur ce plateau jeudi dernier. Elle en a fait part, effectivement, Voilà, des difficultés des agriculteurs. Je pense aussi aux Elle lui a parlé, terres salées du d'ailleurs, Sud, je pense aux hériticulteurs, je pense à tout ça. Donc je suis en train de préparer ce programme. Et ce que j'en ai pensé, c'est quand même là aussi de très belles nouvelles. Voir aujourd'hui Nîmes positionné comme capitale européenne de la sécurité civile, je m'excuse, on ne peut que s'en réjouir. Moi, je me souviens, au début de mon premier mandat, on était allé visiter le premier Dash. Aujourd'hui, cet été, on en aura 9. Quand on connaît le prix d'un Dash, c'est respectable. On en aura 8 acquis, un 9e en location, parce que le problème, c'est que c'est très long à construire. Et donc, les chaînes de production sont problématiques et prennent du temps. Donc, aujourd'hui, on a vraiment décuplé nos forces pour les feux. Mais vous pensez que c'est suffisant ? On ne peut jamais le dire. On Est-ce que ne vous peut jamais le dire appuyez- parce que là encore, c'est d'abord la prévention qui compte. Et Est-ce là, que vous appuyez la démarche de Franck Proust qu'il a présentée à nouveau au président de la République vendredi lors de sa venue de pouvoir réindustrialiser ici, à Nîmes, la construction de ces engins qui servent bien évidemment à la sécurité des feux de forêt? alors, quand on a un territoire, et j'imagine c'est ce qu'a fait le président Proust, on cherche un petit peu son identité, ses points forts. Là, on a un point fort exceptionnel à travers cette piste qui est quasiment réservée à la sécurité civile. On a effectivement des implantations de maintenance aéronautique. Il y a des projets dont j'entends parler sur les drones, etc. Axer et faire d'une priorité le développement industriel autour de cette thématique de la sécurité civile et de la sécurité tout court autour de la base de Garon, ça me paraît juste une excellente idée qui est le prolongement de ce qu'ont fait ses prédécesseurs et je ne peux qu'appuyer et je suis à disposition si besoin était pour appuyer bien sûr en particulier auprès du ministre de l'Intérieur. Coralie, je vous redonne la parole dans quelques instants. On va proposer à nos sociétaires de poser la question à nos invités et à notre premier invité, Philippe Berta. Claire Staroszynski, c'est à vous. Votre question au député Berta. Mais alors justement, Monsieur Macron est venu à Nîmes et je lis et je m'informe et on dit que de toute manière, après 2027, il n'existe plus puisqu'il ne peut plus, il n'existe plus, il ne peut plus se présenter. Et alors, j'entends parler aussi d'horizon. D'abord, vous... je ne sais pas si vous vous représenterez. J'aimerais savoir, moi, comme certainement les gens qui nous écoutent, c'est quoi Horizon ? Qu'est-ce qui restera en 2027 ? Est-ce que Horizon a des chances ? Parce qu'il restera peut-être une gauche ou peut-être deux. Il restera le RN. Et puis il restera quoi d'autre ? Et moi, j'aimerais De l'héritage d'Emmanuel Macron. Voilà, j'aimerais avoir votre position là-dessus. Je ne sais pas pourquoi le terme d'horizon. Je rappelle quand même la constitution de la majorité actuelle. D'abord, moi je la vois dans l'hémicycle. La majorité est composée essentiellement quand même du groupe Renaissance. Et ensuite, vous oubliez un peu vite le MoDem, puisque le MoDem pèse 51 députés, ce qui est aujourd'hui une force plus qu'importante dans cet hémicycle, et Horizon. Donc aujourd'hui, c'est une alliance sur des idées qui, très sincèrement, sont très proches. Donc comment ce trinôme, j'allais dire, va se réorganiser dans les 4 ans, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux rien dire, mais on voit bien aujourd'hui qu'on est grosso modo dans une situation où il va rester un grand pôle démocrate, dont la composition, on pourra en discuter, mais il faudra affiner ça au fil des mois, voire même des années, et puis deux groupes extrêmes. Voilà vers quoi on va. Est-ce qu'Édouard Philippe ferait un bon président de la République pour reformuler un peu la demande de Claire Staroszynski? Alors moi, je ne sais pas à moi d'en juger. Moi, je peux juger. Ah ben à un moment donné, il va falloir que vous je peux positionnez, juger Édouard Philippe comme Premier ministre pour l'avoir beaucoup côtoyé, puisque j'ai eu à beaucoup le côtoyer, puisqu'il m'avait nommé président de la commission sur la Covid pour la partie recherche, parce qu'ensuite, il a suivi de très près un texte qui nous a occupé pendant 2 ans et demi, que le texte de la bioéthique, dont j'étais un des rapporteurs, puisqu'il a aussi initié la loi de réforme la loi de programmation de la recherche, dont j'étais aussi un des rapporteurs. Donc c'est très clairement quelqu'un qui a une dimension nationale. Mais on ne voit et pas qui beaucoup. En plus, on l'entend je le pas, on le rajoute voit parce pas. que c'est une caractéristique que les gens oublient Les peu, Queen qui a Bee. une très jolie culture et qui est aussi plein d'humour. Vous n'avez pas répondu à Claire qui vous a demandé si c'était votre dernier mandat. C'est mon dernier mandat. Hugo Carlos, votre question à notre invité. Oui, moi je ne vais pas parler Peut-être votre titre pour demain. de 2027 encore, mais de Ça demain. peut changer. Demain à 14h30, il y a une manifestation contre la réforme des retraites qui part de Jardin-la-Fontaine, une nouvelle manifestation qui a un double caractère.
une manifestation contre cette réforme que je considère comme injuste, comme des millions d'autres Français qui l'ont exprimé ces derniers mois. Et puis aussi une manifestation contre un scandale démocratique qui est que l'Assemblée nationale n'a pas voté sur la réforme des retraites. Il y a eu des motions de censure, il y a eu des votes en commission, mais il n'y a pas eu de vote sur le report à 64 ans de l'âge de départ à la retraite. La majorité présidentielle l'a torpillé en commission et demain, la présidente de l'Assemblée nationale va sans doute empêcher le vote de cet amendement. C'est assez grave notamment quand il y a une extrême droite qui prend du chemin, on le sait dans le Gard, vous le savez, qui s'enracine. Vous pouvez me considérer comme un extrémiste, moi je ne crois pas que je le suis. Je crois que politiquement, on avait besoin de ce vote, on ne l'a pas eu, on ne l'aura peut-être pas demain, et ça va gravement nuire à la démocratie. Philippe Berta. Alors, j'ose rappeler que nous sommes dans une république, j'ose rappeler que nous sommes dans une démocratie, j'ose rappeler que nous avons, alors on peut discuter ces deux premiers items que je viens de citer, que nous avons des institutions. Le projet de loi, qui n'est pas un projet de loi, plutôt la proposition de loi présentée par le groupe Pouliot, je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est juste, un, anticonstitutionnel, et deux, c'est juste du populisme, et d'ailleurs c'est pas par hasard que l'extrême gauche et l'extrême droite se retrouvent main dans la main derrière ce texte. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, j'ai voulu profiter de cette proposition de loi pour présenter un amendement. Cet amendement, il me paraissait très légitime, c'était faire en sorte que tous mes collègues enseignants, chercheurs et chercheurs puissent bénéficier d'une retraite digne de ce nom. Pourquoi ? Parce que jusqu'au début des années 2000, il y avait un système de libéralité qui faisait que quand les étudiants faisaient leur thèse, avec même des bourses d'État, ou quand ils faisaient des post-docs avec de l'argent de la Fondation pour la recherche médicale, la lutte contre le cancer, ils ne cotisaient pas. Donc j'ai présenté cet amendement, et cet amendement, vous allez voir où je vais en venir, il a fallu à peu près 4 heures pour que je reçoive l'avis de l'Assemblée nationale, qui l'a déclaré rejeté. Pourquoi ? Parce que création d'une dépense nouvelle. Donc vous étiez pour qu'on examine cette proposition de loi ? Alors, cette proposition de loi, elle a été examinée en commission. Alors, j'ai bien compris ce qui s'est passé en commission, puisque la commission a revécu exactement ce que nous avions vécu dans l'hémicycle, c'est-à-dire un blocage de la NUPES. La NUPES, en cours de commission, a sorti 3200 sous-amendements, mais non pas amendements comme je l'entends, qui étaient là encore anticonstitutionnels, parce que quand vous présentez des sous-amendements, c'est pour sous-amender des amendements. Et là, ce n'était pas du tout le cas. C'était encore une espèce de délire complet. Donc les 3200 sous-amendements, bien sûr, ont été rejetés par la présidente de la commission, ce qui a permis le vote. Et effectivement, ce vote, mais pour répondre vote qu'il ne voulait pas... Pour répondre juste plus clairement à Hugo, parce que Hugo, il pose une question légitime, il a raison. Est-ce qu'on n'est pas dans un déni de démocratie ? Il y a quand même encore, Coralie l'a relevé, 57% des Français qui sont contre cette réforme des retraites. Oui, écoutez, encore aujourd'hui. Moi, ce qui serait intéressant, c'est qu'on en reparle dans un an. Enfin, la question de fond, je la redis, est-ce que nous souhaitons ou pas maintenir une retraite par répartition dans ce pays? Est-ce que nous avons une pensée pour nos enfants et nos petits-enfants? Est-ce qu'il est légitime qu'un État comme celui d'aujourd'hui soit obligé d'injecter dans un système de retraite 30 milliards tous les ans, alors que par construction, le système de retraite que nous avons adopté dans l'après-guerre est un système de retraite qui rappelle, quand il le faut, que les actifs contribuent à la retraite des retraités. Précisément, monsieur Donc aujourd'hui, le système, il était facile de le voir, ne pas comprendre l'augmentation de l'espérance de vie, ne pas regarder ce qui se passe dans le monde entier, parce qu'honnêtement, 64 ans, qui sera d'abord 63 ans, et puis après, il y aura revoyure, et on verra si on passe à 64 ans. C'est une chance assez inespérée, là où tous les pays européens sont à 65 ou 67 oui, ans. mais sans refaire ce débat-là, juste une question, Abdelhadi, de démocratie. Après, oui, Hugo, de démocratie. Est-ce qu'à un moment donné, l'Assemblée... Alors c'est vrai, c'est le respect des institutions. Braun-Pivet, elle a le droit de dire c'est irrecevable parce que ça crée une dépense. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous êtes quand même député, demain le gouvernement alors peut gouverner par 49.3, tire l'arigot sur tout un tas de propositions de loi. C'est pas vrai. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas vrai parce que le nombre de tirages, j'allais dire par 49.3 est très limité et ne peut se faire que sur les textes budgétaires. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des citoyens qui disent on aimerait bien que la représentation nationale se positionne sur ce projet de société qui nous concerne tous? Alors, ce que je peux dire, c'est que la majorité des parlementaires, j'utilise le mot parlementaire, nous sommes dans un système de bicamérisme, c'est-à-dire nous avons 2 assemblées, sont pour cette réforme des retraites. Enfin, le Sénat est ultra majoritairement pour cette réforme, et effectivement, il manque actuellement, si mes comptes sont bons,
et encore faudrait voir, 10 voix à l'Assemblée nationale. Donc la majorité parlementaire, elle est clairement pour la réforme des retraites. Mais Ça précisément... vous arrange quand même, Oui, hein, mais de pas parler de la l'Assemblée, du droite coup. et des sénateurs. Hugo, rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on Rapidement, avance. Monsieur Ou alors Bertha, vous considérez que les sénateurs ne représentent personne. Mais ça, c'est quand même grave de penser ça. Non, Monsieur c'est pas ce qu'il Bertha, nous faisons de la politique, nous faisons des débats politiques, et c'est important de faire de la politique, car c'est ce qui permet de faire vivre notre démocratie. Vous nous dites qu'il manque 10 parlementaires, 10 députés pour le vote, mais c'est important qu'il y ait ce vote pour qu'on puisse le voir. Les Français, en juin, ils ont voté d'abord pour Emmanuel Macron, pour l'élire président de la République, puis ils ont fait barrage au second tour à Marine Le Pen. Moi, je fais partie des Français qui ont voté Emmanuel Macron au second tour pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et j'ai voté au mois de juin pour les forces de gauche rassemblées dans la NUPES, pour donner un contre-pouvoir qui, au moment de cette loi, aurait pu avoir un sens en permettant à l'Assemblée nationale de se prononcer. Ensuite, sur le fond du projet, on peut avoir un débat. Vous nous parlez des finances publiques, mais en 1945, quand on crée le système de sécurité sociale, on ne va pas me dire que les finances publiques étaient en bon état. C'était un pays qui sortait de la guerre, qui était exsangue et détruit. Et pourtant, on crée des caisses de sécurité sociale. Aujourd'hui, les richesses créées, elles n'ont jamais été aussi importantes. Alors moi, Donc ce on qui peut me trouver de dérange l'argent actuellement, aussi. ce qui me dérange dans l'attitude de la NUPES actuellement, et je pense, et je l'ai déjà exprimé, je pense que c'est pas tout à fait par hasard, c'est qu'aujourd'hui, ils font juste le marchepied de l'extrême droite. Et Mais c'est d'ailleurs, vous qui faites ils le marchepied de l'extrême droite. Régulièrement ensemble. Ne nous trompons pas. Quant au débat dans l'Assemblée, on l'a pas eu. À cause de qui, au fait ? Qui c'est qui a déposé 3000 amendements et qui a bloqué complètement le système de discussion, qui n'a pas permis d'aller au vote sur l'article 7 ? Mais qui c'est qui a Eh ben, c'est invoqué la la NUPES, responsabilité du parce qu'ils gouvernement? ne voulaient pas aller au vote non plus. Donc il faut pas tout mélanger. Il faut un jour redonner les responsabilités aux responsables. Annie. Et en l'occurrence, ce qu'a vécu la Commission la semaine dernière, ce qu'elle aurait pu vivre si effectivement ça n'avait pas été anticonstitutionnel, c'était la même chose. C'était encore empêcher le vote. Donc n'inversons pas les rôles, s'il vous plaît. Allez, 2 dernières questions, Coralie. On va parler un peu politique locale, si ça vous dit, parce qu'on a reçu Yvan Lachaud, qui est le délégué départemental d'Horizon sur ce plateau. Vous l'avez dit à Claire tout à l'heure, la majorité présidentielle, c'est une grande famille avec des partis. Il y a le MoDem, il y a Renaissance et il y a Horizon. On voulait savoir quel rapport vous avez avec Valérie Rouvéran et Yvan Lachaud aujourd'hui. Est-ce que vous travaillez ensemble? Parce que vous faites partie tous de la même famille présidentielle. Alors à l'instant T, la réponse est non. La réponse est non, déjà pour une bonne raison, c'est que le MoDem est en train de se réorganiser. Vous en aurez certainement des échos dans un premier temps en juin et dans un deuxième temps en octobre. Et après, je vois peu de raisons objectives de ne pas être amené à travailler avec des gens qui nous ressemblent et de ne pas se rassembler avec ces gens-là. Donc nous aurons à travailler ensemble. Pour les municipales 2026 ? Pour les municipales 2026, mais je rappelle qu'il y a juste un petit détail d'abord qui me semble très important pour l'Européen que je suis, ce sont les européennes. Donc allons-y étape par étape et pensons d'abord européennes. Oui, parce mais que, les élections européennes sont des listes nationales. Je rappelle juste que si nous n'avions pas eu l'Europe, je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui en termes budgétaires. Donc aujourd'hui, l'intérêt que nous avons collectivement, c'est d'envoyer à l'Europe des pro-européens qui nous permettent de défendre nos intérêts et effectivement d'aider notre pays. Mais vous comptez jouer un rôle dans les prochaines municipales, c'est ce que vous dites. Vous ne resterez pas hors du game politique. À titre personnel ou pour le MoDem ? À titre titre personnel. Alors, à titre personnel, j'imagine qu'on va me demander mon avis, en tout cas, puisque je serai député. Donc, a priori, je donnerai mon avis en temps et en heure. Moi, je suis quelqu'un qui travaille sur les programmes. On verra les programmes. Les programmes, mais la personnalité compte aussi pour les municipales. Et est-ce que vous pensez, comme Yvan Lachaud, que Julien Plantier est un homme courageux? Moi, je n'ai pas d'avis sur les personnes. Pourquoi ? Parce que je viens de vous dire quelque chose en introduction. Ça, c'est de la il langue ne de reste bois. plus que 3 situations politiques possibles actuellement dans ce pays, et à Nîmes aussi. C'est est-ce que nous voulons garder une ville de Nîmes compétitive, qui se modernise, qui va de l'avant? Eh bien, il faudra voter démocrate au sens large. Ou est-ce que nous voulons retomber dans l'obscurantisme, avoir une économie qui s'étiole, et effectivement, les deux autres choix sont d'autres démocrates. Pardon ? Julien Plantier, républicain, les Mais je républicains ne parle sont pas de ça. démocrates. Je dis que tous ces gens-là, moi, sont des gens qui manifestement auront leur place. Après, moi, ce que je leur dis, mais je n'ai pas de conseil à leur donner parce qu'ils le savent très bien, il faudra qu'ils travaillent tous ensemble. Après, le leadership, ça, on verra. Yvan Lachaud et M. Plantier peuvent travailler ensemble. De toute façon, je vous rappelle quand même qu'à un moment donné, les investitures se donnent plutôt à Paris que in situ. Donc on verra qui sont les personnalités et ensuite quelle est la personnalité qui émerge devant les autres. Et j'imagine que Paris fera ce choix-là. Merci beaucoup, Bah, de Monsieur rien. Bertha, d'avoir répondu à toutes nos questions.